Bonjour à tous, moi c'est Léo Briand de VitaScience et je voulais vous présenter pour cette édition 2023 du Congrès de la STEC les nouveautés en termes d'intelligence artificielle côté VitaScience. Donc c'est vrai qu'on a commencé à travailler sur le sujet depuis un peu plus d'un an maintenant, notamment grâce au soutien du ministère de l'Éducation nationale sur un guichet qui s'appelle EduUp de la DNE. Et donc, on a réalisé des interfaces autour du son et de l'image, c'est ce que je vais vous montrer. Et en ce moment même, on est en train de finaliser une nouvelle interface autour du texte, donc pour l'IA autour du texte, mais que je ne pourrais pas vous présenter aujourd'hui, donc on verra ça dans quelques mois quand ça sortira. En attendant, donc aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter un petit peu tout ce qu'on a pu réaliser jusqu'à présent et qui est disponible dès à présent pardon, sur le site VitaScience, sachant que c'est en accès gratuit et libre, donc vous pouvez directement y aller sans même créer de compte. Euh, je voulais préciser que ces outils-là, donc vous pouvez y accéder avec Internet, mais que ça n'utilise pas forcément de bande passante une fois que vous avez chargé les pages, et que ça respecte vraiment complètement le RGPD, puisque tout le traitement des données est fait en local sur l'ordinateur. Donc on va voir ce qu'il en est. Pour commencer, il vous faut aller sur une page internet et accéder au site VitaScience. Donc le site est accessible avec l'URL vitascience.com. Et ensuite, pour accéder à la partie qui concerne l'intelligence artificielle, il faut se rendre soit dans Programmer, le premier onglet, et ensuite cliquer sur Intelligence artificielle, soit aller directement sur la rubrique IA qui se trouve ici. Ça renvoie en fait exactement au même endroit. Donc si on clique sur Programmer, ensuite on va pouvoir cliquer sur IA, Entraînement IA, ce qui va renvoyer en fait au même endroit. Une fois qu'on a cliqué là, on nous propose deux choix, donc soit d'entraîner sur une image, soit sur un son. On va voir concrètement les deux, mais le plus intéressant à mon sens, ça reste l'image, puisque bah, c'est plus parlant tout de suite, on voit ce qui se passe, et le son, ça peut être abordé plus en bonus pour certains projets. On propose ici quelques projets déjà entraînés si vous voulez tester quelque chose qui existe déjà. Et puis, on a quelques explications en dessous, notamment trois vidéos tutoriels assez courtes, et puis un webinaire un peu plus long qu'on a réalisé au mois de mars qui reprend un peu toutes les fonctionnalités. Et là, du coup, comme je vous disais, c'est le ministère qui a aidé, notamment grâce à un soutien financier, le développement de cette interface. Donc, pour commencer, je vous propose qu'on aille sur l'image. Donc, pour aller voir l'image, il vous faut cliquer sur Image qui se trouve ici. Et là, on a une interface qui s'ouvre avec quatre parties verticales. Donc, à gauche de l'écran, vous avez une partie qui s'appelle Données, dans laquelle on va rentrer les données d'entraînement qui vont servir à entraîner le modèle. Ce qu'on appelle le modèle, c'est vraiment l'algorithme d'intelligence artificielle qu'on va pouvoir ensuite exécuter pour réaliser des prédictions. Ensuite, on a la partie entraînement qui va nous servir à entraîner le modèle à partir des données initiales. L'aperçu, c'est la partie où vous me voyez actuellement, dans laquelle on va voir le rendu. Et enfin, à droite, l'utilisation qui permet d'utiliser l'algorithme qu'on aura entraîné, donc l'intelligence artificielle, dans soit Adacraft, qui est notre version modifiée de Scratch, soit Python, plutôt pour le lycée. Et on peut aussi exporter l'ensemble des modèles qu'on a créés sur son ordinateur. Donc, pour commencer, en fait, on va pouvoir créer ce qu'on appelle des catégories, puisque l'objectif de... Donc, il y a beaucoup d'intelligences artificielles différentes qui existent, surtout en ce moment, c'est vraiment en plein boom. Nous, celle qu'on propose, c'est de la classification. Ça veut dire qu'on va proposer différentes catégories, et l'IA va permettre de déterminer dans quelle catégorie on se trouve. Donc, ici, on va pouvoir créer plusieurs catégories. Typiquement, on va pouvoir aller mettre une première catégorie qu'on va appeler masque. Et puis une seconde catégorie qu'on va appeler sans masque. Alors vous allez voir, puisque dans mon exemple je vais utiliser donc un masque pour voir en fait si la personne elle a un masque ou pas. Donc pour entraîner ces images, on va devoir fournir donc des images, soit à partir de la caméra, soit en téléversement direct de son ordinateur, soit à partir de jeux de données. Donc si on clique sur caméra, ça nous ouvre en fait une petite caméra et on peut prendre directement des photos. Si on va sur téléverser l'image, là ça va nous ouvrir l'utilitaire pour charger des images depuis l'ordinateur. Et jeux de données, ça nous propose des jeux de données usuels qu'on peut utiliser directement, comme par exemple pierre, feuille, ciseaux, chien, chat. Et là vous pouvez importer en fait, il y a un ensemble d'images qui sont mises à disposition directement. Mais nous, on va rester plutôt sur la webcam. Et donc, comme c'est précisé juste en dessous, toutes les données restent sur l'ordinateur. Il n'y a pas de transmission sur Internet, donc c'est vraiment beaucoup plus facile de rester en conformité avec le RGPD grâce à ça. Donc,
pour cette première catégorie, on a dit que c'était avec masque, donc je vais mettre un masque. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ici lancer l'enregistrement. Donc quand je clique, on voit là qu'il a pris 3 images. Parce qu'en fait, quand je laisse appuyer, il va prendre quelques images. Donc ce qui est intéressant, c'est d'essayer de tourner un peu la tête pour prendre d'autres images et avoir différents points de vue. Et idéalement aussi de varier l'arrière-plan pour que ce soit un petit peu différent. Donc là, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais tourner la tête en laissant appuyer le bouton. Et là, on voit qu'il a pris 19 images. Si on veut, on peut cliquer dessus pour les observer. Et en fait, ça représente 19 images indépendantes, mais toujours avec un masque. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer mon masque et faire la même chose sur la catégorie sans masque. Donc pareil, je me laisse en face et je fais un petit tour avec la tête. Voilà, là on a eu maintenant donc 14 images. Le nombre n'est pas si important. Normalement, plus on met d'images, et notamment avec des contextes un peu différents, plus on a un modèle qui va être qualitatif. Mais on a choisi de ne pas mettre de limitation, c'est-à-dire que théoriquement on peut entraîner un modèle avec 1 ou 2 images même. Mais il faut s'attendre à des résultats qui sont moins bons. Plus on donne d'images, mieux c'est. Après, si on en donne trop, on a un risque de surentraînement qui va être potentiellement néfaste pour la qualité du modèle. Mais là, 19 et 14, on est plutôt sur des quantités assez faibles d'images par rapport à ce qu'on peut attendre. Bien sûr, on peut rajouter d'autres catégories si on veut. On peut en mettre plus que 2. Moi, j'en ai mis juste 2 parce que c'est un modèle assez simple que je veux entraîner avec masque ou pas masque. Mais on peut imaginer vraiment beaucoup d'exemples différents. Donc maintenant, on clique sur Entraîner le modèle. Et là, c'est très rapide. Ça va simplement prendre les images et les concaténer dans un modèle. Donc, ce qui se passe derrière, on verra un petit peu comment ça fonctionne après. C'est pas forcément évident. Mais dans l'immédiat, donc, ce qu'on obtient au niveau de l'aperçu, c'est ici. Donc là, on voit ma webcam. Et juste en dessous, on voit la prédiction qui est faite en temps réel. Donc là, il est sûr à 100% que c'est sans masque. Et si je mets le masque, on voit que ça passe à 100% avec masque. Et donc si je change, on voit que ça réagit en temps réel. Vous pouvez le voir juste en dessous. Donc ça permet de tester son modèle, cette partie aperçue. Si on se rend compte qu'il y a un souci, il faut rajouter des données d'entraînement ou alors en supprimer certaines, puisque parfois on peut se tromper, on peut mettre par exemple une image avec masque dans la mauvaise catégorie, et du coup on se retrouve avec un modèle qui comprend plus trop ce qui se passe. Donc là on peut très bien supprimer des images ou en rajouter, et ensuite réentraîner le modèle pour avoir une nouvelle version plus performante. Euh, Cet aperçu, là, je le fais fonctionner avec la webcam parce que c'est le plus sympa, mais on peut aussi le faire fonctionner avec des images qui sont dans l'ordinateur ou aussi avec la base d'images actuelle. Ça permet donc de tester différemment. Sachant que une fois que vous avez votre modèle qui est entraîné, on a rajouté un outil qui vous permet de mieux comprendre comment est-ce qu'il fonctionne, qui s'appelle zone d'interaction. Donc c'est un petit switch à activer en bas. Une fois que vous l'avez activé, vous voyez, il y a une espèce de zone qui s'affiche en couleur. En fait, ça vous montre quelle est la zone de l'image qui a eu le plus d'impact pour déterminer le choix qui est fait là. Donc ici, les probabilités sont très claires en faveur de sans masque. Et si je mets mon masque, on voit qu'il considère que j'ai un masque. Et donc on voit la zone, ça correspond en gros, en langage courant, on pourrait dire c'est ce que voit l'IA. En tout cas, c'est ce sur quoi elle se base pour déterminer ce qu'elle va dire. Et donc là, on voit que mon arrière-plan derrière, il a pas du tout d'impact. Donc ça, c'est positif. Maintenant, on peut s'amuser à faire des tests. Par exemple, si je mets mon masque ici, et bien en fait, on voit qu'il ne va pas chercher du tout à détecter le masque et qu'il va plutôt détecter en fait ma tête. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il s'est vraiment beaucoup basé sur mes caractéristiques à moi et que si on fait le test avec quelqu'un d'autre qui va qui va mettre un masque, quelqu'un qui aurait un visage très différent, potentiellement, ça ne va pas marcher. Donc c'est là qu'on voit l'intérêt justement de tout ce qui est biais, ce qu'on appelle les biais dans l'IA, c'est-à-dire que dans nos données, si elles ne sont pas représentatives de toute la population, eh bien on se retrouve avec une IA qui ne correspond pas à ce qu'on veut lui faire faire. Donc ça c'est quelque chose qu'on voit souvent même dans les journaux aujourd'hui, où les jeux de données d'entraînement ne sont pas toujours représentatifs des populations, et ça peut créer des biais de genre ou enfin, différents biais qui existent et qui peuvent poser des gros problèmes derrière dans l'utilisation. Donc ça, c'est une petite démonstration qui permet donc de tester l'IA. On peut jouer sur quelques paramètres, notamment le style de la zone en question, mais ça change pas grand-chose, c'est juste du style. Et puis on peut aussi gérer l'opacité du filtre, ce qui permet de mieux comprendre ce qui se passe réellement. Donc ça, c'est pour la partie zone d'interaction, qui vous permet de voir si votre modèle est bien entraîné. Et s'il y a un problème, bien sûr, il faut relancer la machine. Maintenant, les outils qui sont intéressants, c'est la visualisation du réseau de neurones, le bouton qui est en dessous, et puis l'utilisation.
Donc, on va commencer par la visualisation du réseau de neurones. Donc pour ça, je vais cliquer ici. Ce qui se passe quand on clique là-dessus, c'est qu'on va essayer de comprendre comment fonctionne tout ça. Maintenant qu'on a vu un modèle, comment l'entraîner et aussi comment vérifier qu'il regarde les bonnes choses grâce à la zone d'interaction, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'il fonctionne à l'intérieur et comment est-ce qu'il calcule les pourcentages qu'on a vus tout à l'heure. Donc là, on arrive sur une nouvelle page dans laquelle on nous demande une image en entrée. Par défaut, il va prendre la dernière image de la webcam. Donc là, en l'occurrence, celle-ci, elle me va bien. Mais si besoin, on peut bien sûr mettre une nouvelle image ici pour relancer le calcul. Moi, on va rester sur celle-ci. Et donc, on a en fait à gauche de notre... donc ça, c'est la représentation schématique du modèle. À gauche, vous avez l'image de départ qu'on va fournir au modèle d'IA. Et à droite, vous avez la prédiction. Ce qu'on appelle la prédiction, du coup, comme on a deux catégories seulement, là actuellement c'est est-ce que j'ai un masque ou pas avec un pourcentage. Si, il peut arriver bien sûr de faire des modèles avec 3, 4, 5 ou même plus catégories. Par exemple, si on veut détecter quel animal, on pourrait mettre chat, chien, vache, cheval, mettre plein de catégories et du coup on aurait le pourcentage pour chaque. Donc là, en l'occurrence, c'est juste pour deux catégories. Ce qui nous dit là, c'est qu'il considère que j'ai pas de masque. Ce qui est la réalité puisque j'ai pas de masque effectivement sur l'image. Donc la vue schématique ici qu'on a, ça représente ce qu'on appelle les couches du réseau de neurones, puisque le modèle d'entraînement, le modèle d'IA qu'on utilise, c'est un réseau de neurones. Donc ça peut être un peu abstrait à première vue. C'est pour ça qu'on a fait une vue détaillée. Ça, c'est la vue simplifiée. Donc la vue détaillée, quand on clique dessus, ça nous ouvre en fait le détail du réseau de neurones. Donc là, ce qu'il faut s'imaginer, c'est comme si on avait une sorte de cerveau à ciel ouvert avec chaque pixel de chaque image qui correspond en fait à un neurone qui est connecté aux autres pour du début à la fin. Donc pour essayer de comprendre comment c'est connecté, en fait quand vous passez votre souris, eh bien vous avez le lien avec la couche précédente. Donc chaque couche qui est représentée par une ligne verticale, en fait est connectée à la couche d'avant. Donc vous voyez quand je passe ma souris, on voit qu'à chaque fois on a une connexion qui est faite avec la couche d'avant. Sauf que c'est pas juste un seul trait, une seule connexion, il y a vraiment de très nombreuses connexions. Ce qui fait que, un peu comme les synapses dans le cerveau, on a des connexions vraiment très multiples euh, qui permettent de déterminer le résultat. Donc pour rentrer un tout petit peu dans le détail, en fait l'image elle est d'abord décomposée en rouge, vert, bleu. Donc là il n'y a rien de méchant, on va juste prendre un pixel et récupérer sa composante R, G ou B. Ensuite ici la couche d'après, on va récupérer une partie de l'image et on va en fait procéder à une opération mathématique. Donc, si on veut connaître le détail de cette opération, oui, je précise que vous pouvez zoomer facilement avec le scroll de la souris ou alors avec les boutons plus-moins qui sont en bas à droite de l'écran. Donc, si par exemple je prends cette image-là, pour comprendre comment elle a été calculée, si je clique sur mon œil ici, eh bien en fait, on voit qu'il a pris les images qui étaient dans la couche d'avant, il a pris des matrices de 3 par 3 pixels qu'il a multipliées par ce qu'on appelle des poids. Alors les poids, c'est ce qui va permettre justement, quand on entraîne le modèle, on va ajuster ses poids pour vraiment déterminer ce qui nous intéresse. Donc on va prendre l'image de base et on va dire, cette image-là, on va la multiplier par tel poids, tel poids, tel poids. Et ça va nous donner un résultat qu'on va ensuite sommer. Donc les opérations mathématiques, elles ont l'air un peu complexes comme ça, mais en fait elles sont très simples, c'est juste des produits scalaires, donc des multiplications et puis des sommes. Et à la fin, on obtient 0,88, qui est donc la valeur de ce pixel-là. Donc on voit que cette opération, qui est assez simple, elle a été réalisée en fait plusieurs milliers de fois pour obtenir l'image qui se trouve ici. Et cette image-là, ensuite, à son tour, on va l'utiliser dans la couche d'après. Et donc on voit que l'image se déforme un peu. Et en fait, il va essayer de déterminer notamment les contours, les changements de couleur, les variations brusques. Et donc quand on clique sur cette couche-là, on va voir que le calcul qui est fait, c'est le même. Donc on se base sur les images de la couche d'avant qu'on va multiplier pour obtenir la valeur de sortie. Donc à chaque fois, vous avez le détail de comment est-ce que ça fonctionne. Et plus on avance, plus les images sont petites et nombreuses. Donc si je dézoome vraiment beaucoup le modèle, vous allez voir qu'au début, on a peu d'images, mais elles sont assez grandes. Et plus on avance, plus elles sont petites. Et donc à la fin, en fait, on passe carrément sur c'est plus vraiment des images puisqu'on est sur un seul neurone on va condenser ces informations-là pour obtenir à la fin deux neurones. Donc il y a un neurone masque et un neurone pas masque. Et en l'occurrence, c'est le neurone sans masque qui est d'une valeur beaucoup plus élevée que le neurone avec masque.
Donc, si je résume un petit peu, ça peut paraître un peu confus, mais c'est vraiment comme ça que fonctionne un réseau de neurones. On part d'une information initiale, on va extraire de cette information-là un certain nombre de caractéristiques grâce à des opérations mathématiques, et ensuite on va réajuster toutes ces informations pour déterminer ce qui nous intéresse, à savoir est-ce que j'ai un masque ou pas. Bien entendu, si vous le souhaitez, il y a une vidéo qui permet d'expliquer plus en détail tout ce que je viens d'expliquer, qui est disponible sur la page d'accueil de l'interface IA. Et puis, c'est pas forcément évident de tout comprendre. Je pense que les notions essentielles à retenir, c'est que cette intelligence artificielle, elle fonctionne, donc qu'on appelle nous un réseau de neurones artificiel, correspond plus ou moins au même fonctionnement que le cerveau humain, dans la mesure où on a une information initiale, donc ça par exemple c'est les yeux de l'être humain qui viendraient récupérer des informations de ce qu'on vient de voir, et ensuite cette information elle va être processée à travers des millions voire des milliards de neurones qui vont ensuite extraire une information simple. Donc vous, quand vous voyez quelqu'un qui a un masque ou pas, vous êtes capable tout de suite de dire cette personne elle a un masque ou pas. Mais en fait, cette information-là, elle n'est pas si évidente que ça à déterminer. Il y a eu tout un process dans votre cerveau qui a permis de déterminer, de passer de l'image initiale de la personne à la décision est-ce qu'il y a un masque ou pas. Et en fait, cette intelligence artificielle, elle essaie de reproduire ce fonctionnement du cerveau, sachant que là, sur l'ensemble du réseau, donc si vous cliquez sur information ici, vous avez des infos sur la quantité de neurones et la taille. En fait, la première, donc c'est une image de 224 par 224 pixels. Et puis, plus on avance, plus les images se réduisent, donc 112 par 112, 56 par 56, et ça finit à 7 par 7, donc vraiment des toutes petites images, mais il y en a une quantité plus importante. Si vous vous amusez à faire la somme de tout ça, en fait, il y a plus d'1 million de neurones, mais c'est largement inférieur au nombre de neurones du cerveau humain, puisqu'on en a plusieurs milliards. Ce qui fait qu'en fait, cette IA qu'on a présentée là, elle est beaucoup moins performante qu'un cerveau humain, bien sûr, et elle est surtout très monotâche. C'est-à-dire que là, elle peut déterminer est-ce que j'ai un masque ou pas, mais elle sera complètement incapable de dire si c'est un chat ou un chien quand on va lui présenter ça. Donc chaque cas d'usage demandera de réentraîner une nouvelle fois cette intelligence artificielle. Alors que le cerveau humain, bien sûr, il permet de lui d'être beaucoup plus flexible. Et c'est ça aujourd'hui qui fait la grande différence entre les intelligences humaines et artificielles, cette notion de flexibilité. Même si parfois les IA sont plus performantes dans une tâche précise, par exemple jouer aux échecs, l'IA arrive à battre, ça vous le savez tous, les meilleurs joueurs d'échecs au niveau mondial. Mais par contre, même l'IA la plus puissante au monde pour jouer aux échecs, elle sera complètement incapable de faire autre chose que jouer aux échecs. Alors que l'être humain, lui, eh bien, il est beaucoup plus flexible. Donc voilà pour cette explication, en tout cas cette tentative d'explication du réseau de neurones. Encore une fois, l'objectif c'est pas de tout comprendre en détail, c'est au moins d'avoir les grandes idées et de pouvoir faire une analogie plus ou moins simple entre les neurones artificiels et les neurones biologiques et de pouvoir donc expliquer que ce 0-100%, il sort pas de n'importe où, c'est juste une succession de calculs mathématiques sur 1 million de neurones. Je reviens en arrière. Je précise aussi qu'il existe des modèles d'IA beaucoup plus puissants que celui-là. Nous, on est parti sur un modèle qui s'appelle ImageNet. Vous pourrez regarder, c'est un modèle qui est open source depuis longtemps et qui est très répandu. Il en existe des beaucoup plus performants et qui sont capables notamment d'identifier des zones dans l'image, parce que là, en fait, on dit juste il y a masque ou il n'y a pas masque, mais on n'est pas capable de dire où est le masque dans l'image, par exemple. Il existe des IA plus puissantes qui sont capables de déterminer où est le masque. Et pareil, si on met deux personnes ici, là, eh ben, on ne pourra pas différencier les deux, alors qu'il existe des IA qui sont capables de différencier deux personnes. Voilà, donc il existe des choses plus puissantes que ce qu'on a montré là. On a voulu rester sur quelque chose de très simple pour l'initiation, à la fois simple à entraîner et simple à utiliser, et qui fonctionne en local, donc sans connexion Internet avec un serveur. Maintenant qu'on a vu donc comment fonctionne l'IA, comment on l'entraîne, je vous propose de passer à l'utilisation. Donc pour ça, en fait, vous pouvez cliquer sur le bouton Adacraft si vous êtes plutôt familier avec l'univers Scratch, donc collège-lycée plutôt, et Python si vous êtes plus au lycée en Python. Donc moi, je vais faire la démo avec Adacraft. Quand on clique, on a deux choix, soit sauvegarder dans le cloud, soit sauvegarder dans le navigateur. Donc le cloud, ça permet de réutiliser son projet par la suite et de le partager. Par contre, il faut se connecter. Et l'ordinateur, ça permet d'utiliser tout de suite sans connexion. Par contre, si vous changez d'ordinateur, ben là, pour le coup, vous perdez votre modèle. Et vous pouvez en avoir un seul dans le navigateur. Donc si vous en entraînez un nouveau, ça va écraser le précédent. Donc ça, c'est à vous de choisir. La création de compte sur Vitations, elle est gratuite par ailleurs, hein, donc c'est juste voilà, il faut se loguer, mais il n'y a pas de coût. Donc quand on clique, on voit qu'on a un programme qui s'est ouvert.
Ce programme, c'est un programme par défaut, je vais zoomer un peu pour que vous voyez mieux, qui dit quand le drapeau vert est cliqué de Scratch, donc ce drapeau vert là, on va sélectionner un modèle qui est dans le navigateur, lancer une détection sur la webcam et faire dire au petit robot qui est là la classe qui est détectée. Donc on va essayer tout de suite d'exécuter, j'ai pas touché le programme, je le laisse tel quel. Et là en fait, on voit qu'il a ouvert la caméra en arrière-plan et le robot qui se trouve donc ici, on peut le déplacer, il dit sans masque, parce qu'il a vu que j'avais pas de masque. Et donc si je mets mon masque cette fois-ci, et ben là il va dire masque. Donc en fait, on a une IA, c'est la même IA que tout à l'heure, mais qu'on a importé dans Scratch et qui permet donc d'utiliser, de créer un programme autour de l'IA. Donc l'intérêt de ça, vous allez tout de suite comprendre, si ce n'est pas déjà le cas, qu'on peut s'en servir pour faire des programmes beaucoup plus avancés. Donc par exemple, on va pouvoir faire répéter, donc pour éviter d'avoir à relancer en permanence la détection en recliquant à chaque fois, on peut dire bah, je répète indéfiniment cet algorithme. Donc là maintenant que je lance, en fait je touche plus au clavier. Toutes les 2 secondes, il fait la détection, donc sans masque. Et si je mets mon masque, il va détecter que j'ai un masque. Maintenant, on peut s'amuser à faire par exemple, si ma classe détectée, donc il faut aller attraper le signe égal qui se trouve ici, et dupliquer la classe détectée ici, elle est égale à masque, alors j'ai envie par exemple que mon robot euh, il avance. Voilà. Et si non, je veux qu'il recule. Voilà. Donc bon, c'est un exemple très très simple, hein. Mais du coup, quand j'ai mon masque, le robot il voit que j'ai un masque et du coup il avance. Donc il va vers la droite. Et si j'enlève mon masque, il recule. Donc, bon, c'est vraiment un tout petit exemple. Mais on peut faire par exemple un jeu vidéo qui va être contrôlé par les mains. Ou alors, un exemple que j'aime bien, c'est l'idée de pouvoir faire un tri des déchets où en fait on va mettre une classification selon les types de déchets. Donc par exemple, ordures ménagères, recyclage et verre. Et ensuite, on va pouvoir faire réagir le robot selon les déchets en question pour donner des consignes de tri personnalisées, par exemple. C'est juste un exemple de ce qu'il est possible de faire. Et vu qu'on est sur le congrès de la Stec au niveau de la technologie, sachez qu'il y a dans les extensions des extensions vers différentes cartes, donc notamment Arduino, Microbit, STM32 et ESP32. Et si par exemple je prends Microbit qui est assez répandu, donc il y a une petite manip à faire pour connecter la carte, ça je vous laisserai le découvrir, c'est pas très compliqué. Et ensuite on a des blocs pour contrôler directement les cartes. Donc par exemple, on peut vouloir afficher sur la carte une icône personnalisée. Et bien ça, on va pouvoir le mettre là et le faire selon la classe qui est détectée, déclencher telle ou telle action. Par exemple, on peut contrôler un servomoteur selon l'action. Ça vous permet par exemple de faire un bac de tri industriel. Donc par exemple, vous allez détecter quel est l'objet qui arrive sur une sorte de tapis roulant et orienter le servomoteur selon ce qui est détecté. Et ça, c'est comme ça que fonctionnent les vrais systèmes de tri à l'échelle industrielle. Et ça, c'est quelque chose qui est très facile à réaliser avec cette intelligence artificielle intégrée dans Adacraft. Donc ça permet le lien entre le monde réel et le monde virtuel. Comme dans Scratch, vous avez aussi la possibilité donc de rajouter des costumes et des sons pour également jouer des sons quand vous détectez telle ou telle chose. Et bien sûr, vous pouvez sauvegarder votre projet soit en local format SB3, le format Scratch, soit en se connectant, créer un lien unique et un QR code de partage. Voilà, je m'appesantis pas plus parce que j'imagine que vous connaissez tous très bien Scratch. Donc si je reviens sur l'interface d'IA comme tout à l'heure, je précise que quand vous rechargez la page ou vous changez d'onglet, il conserve quand même votre modèle, puisqu'il est sauvegardé dans le navigateur. Donc ça, c'est assez pratique. Si vous rechargez par erreur la page, votre travail n'est pas perdu. Maintenant, si je vais dans Python, en fait, c'est la même chose, mais avec Python. Donc vous avez des instructions en Python qui peuvent s'exécuter directement. Euh, et donc on peut lancer le modèle comme tout à l'heure. Donc quand je lance l'exécution, il va prendre une photo et il va nous dire là on n'a pas de masque à 99%. Donc, voilà, c'est le même fonctionnement, mais en Python. Sachant que pour ceux qui auraient peut-être pas vu, il y a une nouveauté assez importante dans notre interface Python qu'on n'avait pas avant, c'est ce qui est écrit là. On a la possibilité de traduire maintenant, enfin on avait déjà bloc vers Python, maintenant on a aussi Python vers bloc. Donc ça permet notamment de découvrir Python dès la fin du collège, sachant que les nouveaux programmes semblent aller un petit peu dans cette direction-là.
Donc on a vraiment cette traduction qui peut se faire dans l'autre sens. Maintenant, sur l'IA, est-ce que j'ai autre chose à vous présenter? Je crois qu'on arrive un peu au bout de la présentation. Euh, Si, dernier point, on peut ici exporter donc le modèle si on veut le conserver sur l'ordinateur. Donc là, ça va générer un fichier zip qu'on va pouvoir ensuite télécharger sur l'ordinateur. Voilà. Là, vous ne le voyez pas parce que ça me l'a téléchargé directement, mais voilà, ça vous permet juste de télécharger un zip sur votre ordinateur pour le réouvrir après via le bouton ouvrir qui se trouve juste à côté. Et dernier point, oui, qui peut être intéressant, ici on peut vérifier les données. Donc là, ce que ça va faire concrètement, c'est que ça va récupérer les données qui sont dans les données d'entraînement et ça va regarder si ces données contiennent des visages ou pas. Ça peut être utile pour faire des vérifications rapides au niveau RGPD et droit d'auteur afin d'éviter qu'il y ait des visages présents dans les images. Donc ça prend une vingtaine de secondes, enfin selon le nombre d'images bien sûr qui sont présentes, mais ça vous permet d'avoir ensuite une mise en avant des visages dans les données d'entraînement. Parfois c'est un peu plus long, notamment la toute première fois. C'est beaucoup plus rapide les deuxième et troisième fois quand ça agit. En attendant qu'il charge de son côté, la prochaine étape que je voulais vous montrer, c'était l'IA sur le son. Concrètement, on est vraiment sur le même concept, c'est-à-dire qu'on va avoir le son à la place de l'image, mais tout le reste est identique. Donc pour la vérification, je vais la passer parce que là, elle prend trop de temps. Mais concrètement, ça vous montre les visages dans les données d'entraînement. Donc là, on va pouvoir sélectionner les sons. Et de la même façon, on va pouvoir mettre des catégories de sons. On peut en mettre autant qu'on veut, donc 1, 2, 3. Vraiment autant qu'on veut. Et donc par exemple, si on veut reconnaître les mots bonjour et merci, voilà, c'est juste un exemple. On va pouvoir, voilà, et puis bruit de fond. Bruit de fond étant ce qu'on entend en arrière-plan. Donc ici, on va pouvoir enregistrer soit avec le microphone, soit téléverser du son, soit on a des jeux de données de la même façon qui sont présents. Donc pour aller un petit peu plus vite, je vais récupérer tous les mots bonjour, voilà, tous les mots bonjour que j'avais déjà entraînés. Hop. Ici. Donc j'ai importé toute la sélection. Voilà. Et puis de la même façon, on peut faire merci. Donc pour ça, on peut utiliser soit le microphone, soit prendre les jeux de données d'entraînement. Ensuite, on va pouvoir entraîner le modèle et enfin, on va pouvoir observer donc le rendu à partir du microphone. Et ensuite, utiliser ça dans Adacraft ou dans Python. Donc vraiment, le fonctionnement est identique. Et pour aller un tout petit peu plus vite, je vais prendre, donc en cliquant ici, en fait, ça va ouvrir directement le projet avec les données déjà entraînées. Parfois, ça prend un petit peu de temps pour charger les données, mais globalement, vous avez le modèle qui s'ouvre directement. Et le son, ça permet de faire des petits assistants vocaux, par exemple, pour détecter, selon le mot qu'on va dire, bah, le programme va réagir différemment. Et ça permet aussi de faire des projets assez amusants comme détecter des bruits d'oiseaux ou des choses comme ça, qu'on va détecter à partir du son. Et donc, une fois que vous avez entraîné, bah, de la même façon que les images, vous allez avoir la visualisation dans l'aperçu. Voilà, j'arrive au bout des 25 minutes qu'on m'avait donné pour cette présentation. Donc je vous propose qu'on s'arrête là. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Euh, Concrètement, sur l'IA, on est en train de travailler, comme je disais en introduction, sur une nouvelle IA autour du texte pour essayer d'expliquer comment fonctionne ChatGPT et les autres assistants au niveau du texte. Donc ça, bah, restez abonné à la newsletter de VitaScience si vous souhaitez être au courant de la sortie de ce nouvel outil, ou sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Et puis on va continuer d'améliorer les IA sur le son et l'image que je vous ai présenté aujourd'hui. Si vous avez des retours, n'hésitez pas à nous écrire. Donc sur le site, vous avez un formulaire de contact qui se trouve tout en bas. Si vous cliquez sur le bouton de contact, donc soit en cliquant sur